Premier ministre souligne le rôle important des sciences et des technologies et décerne le prix Taekwondo à des scientifiques exceptionnels. Le développement des chemins de fer urbains contribue à faire changer l'habitude des citadins qui se déplacent plus souvent par des moyens de transport public. L'art du Fab Lam ou l'émaillage sur cuivre est l'un des trésors culturels de Hue. Les artisans dévoués travaillent sans relâche pour ressusciter cet art. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mercredi matin à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à une cérémonie marquant la journée des sciences et technologies du Vietnam le 18 mai, le 65e anniversaire des prix Taekwondo et la remise des prix de cette année. Prenant la parole, le chef du gouvernement a rappelé les recommandations prononcées il y a 61 ans par le président Ho Chi Minh, selon lesquelles les sciences devraient être basées sur la production et servir celle-ci afin d'améliorer la productivité. Le Premier ministre a exhorté à accroître l'attractivité et à diversifier les ressources pour la science, la technologie et l'innovation. L'année dernière, le Vietnam s'est classé 46e, soit une augmentation de 2 places par rapport à 2022, conservant ainsi sa position de leader dans le groupe des pays à revenus faibles et intermédiaires. Dans la même cérémonie, le Premier ministre a assisté à la remise des prix Taekwondo à des 2 scientifiques remarquables, Nguyễn Thị Kim Thanh de l'Institut de physique de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam et Trần Mạnh Trí de l'École des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï. La présidente par intérim Võ Thị Ánh Xuân a reçu ce matin à Hanoï les ambassadeurs d'Arménie, de Nouvelle-Zélande, de Turquie et du Pérou, venus présenter leurs lettres de créance. En recevant l'ambassadeur d'Arménie, Sukran Bardasarian, Võ Thị Ánh Xuân a souhaité que les 2 pays promeuvent les mécanismes de coopération existants, tels que l'accord de libre-échange Vietnam-Union eurasiatique et le comité intergouvernemental. La présidente par intérim a indiqué à l'ambassadrice néo-zélandaise Caroline Rachel Ford que les 2 parties devraient promouvoir le programme d'action du partenariat stratégique pour la période 2021-2024 afin de renforcer la coopération dans l'agriculture, l'éducation, l'adaptation au changement climatique, l'économie numérique et l'économie verte. Recevant l'ambassadeur turc Korhan Kemik, Võ Thị Ánh Xuân a demandé aux 2 parties d'œuvrer pour porter ces relations au rang du partenariat intégral tout en invitant le président turc à se rendre au Vietnam. Ce mercredi après-midi à Hanoï, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a reçu André Flau, ministre d'État et ancien ministre de la Chambre des représentants de Belgique. Trần Thanh Mẫn a remercié la Chambre des représentants de Belgique d'avoir adopté en octobre dernier une résolution appelant au soutien des victimes vietnamiennes de l'agent orange. Il a également souligné les contributions d'André Flau à ce processus. Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que les 2 parties continuent de se rapprocher dans le règlement des séquelles de la dioxine. Il a également exprimé le souhait que la Chambre des représentants de Belgique ratifie l'accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne, EVIPA, afin de maximiser les potentiels de coopération entre les 2 pays. La coopération économique, d'investissement et commerciale Vietnam-Chine, en particulier dans les domaines du développement économique vert et de l'économie numérique, constitue une force motrice importante dans les relations bilatérales. Fin mars 2024, la Chine était le 6e investisseur étranger au Vietnam, avec un capital total de plus de 27,6 milliards de dollars. L'arrivée de plus en plus de projets de haute technologie en provenance de Chine est une véritable opportunité d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'attraction des idiots du Vietnam. Voici la première usine de fabrication et d'assemblage de motos électriques à l'étranger de l'entreprise chinoise YADA. Construite en 2019 dans la province de Bắc Giang, l'usine a une capacité de 500 000 véhicules par an. Une deuxième usine est en construction
avec un capital total de plus de 100 millions de dollars. À l'avenir, nous construirons au Vietnam un centre de recherche et développement pour toute la région de l'Asie du Sud-Est. Les produits fabriqués au Vietnam ne sont pas seulement destinés à la consommation intérieure, mais également à l'exportation. Au cours des 3 premiers mois de cette année, la Chine se classait 2e en termes d'investissement au Vietnam. Selon Fitch Ratings, les flux de capitaux chinois vers le Vietnam ont continuellement augmenté au cours de la dernière décennie. Chose à remarquer est que le Vietnam attire de plus en plus de projets d'idéaux chinois dans l'économie verte et l'économie numérique, conformément à la tendance de développement des deux économies. Au cours des dernières décennies, la Chine est devenue une puissance technologique. Par conséquent, si nous parvenons à attirer des capitaux de haute technologie chinois, cela sera bénéfique pour le développement du Vietnam. Les entreprises vietnamiennes ont davantage de possibilités de participer à la chaîne d'approvisionnement des entreprises chinoises. Pour la production, environ 40 à 50% des matières premières et des composants sont achetés au Vietnam. Environ 20 à 30% de nos fournisseurs sont des entreprises vietnamiennes. Le reste est fourni par des entreprises sud-coréennes et chinoises. La Chine est devenue l'un des pays leaders en matière d'économie verte et d'économie numérique. Si le Vietnam peut tirer parti des flux d'idéaux en provenance de Chine et d'autres pays, ce sera une opportunité de rattraper son retard sur les tendances mondiales en matière de technologie des semi-conducteurs et de technologie verte, contribuant au développement économique du pays. Durant le premier trimestre de 2024, le marché immobilier industriel s'est maintenu comme un point fort tiré par la croissance soutenue des flux de capitaux d'IDE. Selon l'Association des courtiers immobiliers du Vietnam, l'offre de terrains industriels disponibles à la location à Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Da Nang demeure limitée avec des taux d'occupation moyens respectifs de 90%, 86% et 95%. Actuellement, les 3 villes accélèrent leur effort pour attirer des projets d'investissement dans des domaines tels que la haute technologie, les puces semi-conductrices et les industries à forte valeur ajoutée nécessitant une faible intensité foncière et une main-d'œuvre qualifiée. L'ensemble du pays devrait compter environ 558 parcs industriels dans 10 ans, soit près de 1,5 fois plus qu'aujourd'hui. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, les commandes à l'exportation des entreprises au premier trimestre de 2024 ont connu de nombreux changements positifs. Ces tendances devraient se poursuivre tout au long du deuxième trimestre. Cela grâce aux activités de promotion commerciale menées régulièrement par les organismes compétents. Cette entreprise exporte chaque semaine de conteneurs de noix de coco fraîches vers Dubaï. En participant au salon organisé par le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, cette entreprise s'assure des commandes à long terme et des bénéfices substantiels. Nous fournissons la même quantité de produits aux partenaires chaque semaine, avec une grande stabilité. Cela nous aide à diversifier nos débouchés et à créer davantage de segments d'exportation pendant la période de récolte. Cette entreprise risicole a quant à elle continuellement signé des commandes au salon via des diffusions en direct. Cela a impressionné les acheteurs internationaux, ce qui lui permet d'avoir 2 autres commandes importantes. Dès l'ouverture de cette foire, un partenaire américain, Costco, et un client indien nous ont contactés pour introduire nos produits dans leur système de supermarché. Les délégations d'achat internationales ont déterminé que les entreprises vietnamiennes se sont préparées très soigneusement cette année en termes de marchandises, d'emballage et de marketing et ont proposé des prix compétitifs. En outre, la clôture des commandes rapides est due à l'augmentation de la demande d'achat. Nous avons amené 19 acheteurs ayant de réels besoins à Ho Chi Minh Ville pour rechercher des sources de marchandises telles que des fruits, des épices et de beaux meubles en bois. Au moins 7 contrats commerciaux seront établis lors de cet événement. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, les exportations du groupe agricole, forestier et halieutique ont réalisé une percée significative, atteignant 2 milliards de dollars. Certains produits ont enregistré des taux de croissance élevés, notamment le riz, les produits à base de fruits et légumes et le café.
Par conséquent, de tels événements de promotion commerciale seront organisés. L'objectif principal de la foire est qu'en plus d'avoir des produits d'exportation solides, il doit y avoir une stratégie pour améliorer progressivement la qualité des produits vietnamiens de manière plus durable. En plus de renforcer les relations commerciales nationales, le service de l'industrie et du commerce de la ville a également suggéré que les entreprises fassent bon usage des ressources et des opportunités offertes par les accords de libre-échange signés par le Vietnam pour élargir leur marché. Supprimer le carton jaune des produits de la mer est une tâche importante pour les provinces et les villes côtières du Vietnam. C'est pourquoi de nombreuses localités centrales mettent en œuvre des solutions pour développer une pêche durable. Dans la province de Quang Nam, des efforts sont déployés pour sensibiliser les pêcheurs au respect des lois vietnamiennes et internationales sur la pêche. Ces derniers temps, bien que la province de Quang Nam ait connu peu de violations en matière de pêche dans les eaux étrangères, il existe encore des cas de violations concernant les procédures, techniques ou moyens de pêche. De nombreux pêcheurs ne comprennent pas clairement les lois internationales et les zones de pêche. Les autorités locales doivent donc venir les rider. Nous avons organisé des sessions de formation juridique pour les pêcheurs. Grâce à cela, ils peuvent comprendre la loi sur la pêche et éviter les violations de la pêche INN. Nous nous coordonnons avec des agences spécialisées, des postes de garde frontières et des autorités portuaires à la protection maritime. Nous sensibilisons également les pêcheurs, en particulier les propriétaires de navires de pêche hauturière, à la prévention de la pêche illégale. Actuellement, il existe encore des lacunes dans la surveillance et le contrôle des activités des navires de pêche hauturière dans la province de Quang Nam. Pour prévenir la pêche illégale néfaste à l'environnement, les autorités locales continuent d'encourager les pêcheurs à respecter strictement la réglementation. Nous encourageons les pêcheurs à exploiter les fonds de pêche de manière raisonnable et conforme à la réglementation. Ils doivent garantir le respect du droit international ainsi que du droit vietnamien. Supprimer le carton jaune des produits de la mer est une tâche importante pour les provinces et les villes côtières. En plus de fournir des conseils juridiques aux pêcheurs, la province de Quang Nam traite strictement les violations afin de ne pas affecter les efforts du Vietnam visant à supprimer le carton jaune des produits de la mer. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Après plus de 2 ans d'exploitation, le chemin de fer urbain Cát Linh-Hà Đông a progressivement fait changer l'habitude de nombreux Hanoïens. De plus en plus de citadins se sont familiarisés à ce moyen de transport public civilisé et moderne. Le développement des chemins de fer urbains contribue à réduire les embouteillages. Tout de suite, état de lieu. Tous les jours, Duyan se rend à la gare de Cát Linh et prend le train urbain pour aller au travail. Cela est devenu son habitude depuis quelques mois. Le jeune homme apprécie hautement les avantages de ce choix. Il y a un bus toutes les 5 minutes. C'est pourquoi, après être descendu du train, je peux prendre le bus pour aller au bureau. Pour seulement 200 000 dong, je peux acheter un ticket mensuel. C'est très économique et pratique. Auparavant, j'utilisais une moto. Maintenant, je prends les moyens de transport en commun. Cela me permet de réduire de moitié le temps de déplacement. Prendre le train urbain est désormais une expérience intéressante pour de nombreuses personnes. On peut voir la ville d'en haut tout en échappant à la poussière et la chaleur d'été. C'est très pratique.
Les trains sont très ponctuels et ne sont pas affectés par les embouteillages. C'est un moyen de transport en commun parfait pour les citadins. Assis dans le train, je peux me détendre tout en capturant le panorama de la ville. Mis en service depuis plus de 2 ans, le chemin de fer urbain Karling-Hadong a transporté en toute sécurité plus de 23 millions de passagers. En moyenne, chaque jour, environ 36 à 38 000 passagers prennent cette voie de transport. Jusqu'à présent, après la première période d'essai, le nombre de passagers se déplaçant régulièrement avec des billets mensuels a augmenté. Aux heures de pointe, ils représentent jusqu'à 75% du trafic passager. Compte tenu des avantages de ce type de véhicule, les chemins de fer urbains constituent le cœur et l'épine dorsale du système de transport public des grandes villes du monde. La ligne ferroviaire urbaine Karling-Hadong a une longueur de 13 km et compte 12 gares. Elle est connectée à 63 lignes de bus pour faciliter le déplacement des passagers. Actuellement, les chemins de fer urbains sont considérés comme le moyen de transport en commun le plus efficace pour réduire le nombre de véhicules personnels et contribuer à réduire les embouteillages au centre-ville. Le Salon international du tourisme de Francfort 2024 a débuté le 14 mai. Il s'agit de l'un des 2 salons internationaux majeurs du secteur MICE. Ce salon est destiné spécifiquement aux spécialistes de l'organisation de conférences et congrès, de lancement de produits, d'incentives et de l'achat de contingents dans les établissements accueillant une clientèle d'affaires. Une délégation des représentants d'agences de voyage de Ho Chi Minh Ville participe à cet événement. La mégapole du Sud est désireuse d'attirer davantage de groupes touristiques pour les conférences et séminaires. Dans le temps à venir, il y aura un vol direct reliant Munich à Ho Chi Minh Ville, en plus de 3 vols directs déjà opérationnels, reliant Ho Chi Minh Ville à Londres, Paris et Francfort. Le tourisme insulaire connaît une croissance impressionnante, attirant jusqu'à 70% du nombre total de touristes vietnamiens. C'est pourquoi de nombreuses localités côtières se concentrent sur la transformation numérique pour promouvoir le développement du tourisme insulaire. Situé dans la province de Quang Ninh au nord, le district insulaire de Cô Tô est actuellement l'une des premières localités à piloter la transformation numérique au niveau du district. Tout de suite, état de lieu. Cet hôtel comptait autrefois 4 ou 5 employés qui conseillaient les clients par téléphone ou en ligne. Maintenant, il ne lui faut qu'un seul employé, car toutes les informations sur le tourisme de Cô Tô peuvent être trouvées via le lien vers un site internet ou un code QR. Grâce à la transformation numérique, notre entreprise peut réduire les coûts et optimiser les ressources humaines et nos services. Les clients peuvent accéder à des sources d'informations transparentes et officielles de toutes les agences locales. Pour optimiser l'expérience client avant et pendant le voyage à Cô Tô, les autorités locales ont encouragé les gens à utiliser les codes QR et les paiements sans numéraire. Ils ont également lancé l'application Cô Tô Guide. L'interprétation bilingue a été appliquée aux attractions touristiques de ce district insulaire. En accédant au lien, nous pouvons obtenir de nombreuses informations sur Cô Tô, notamment des informations sur les motels, les restaurants et même des avertissements pour les touristes visitant les plages. Après près de 3 ans de la mise en œuvre de la transformation numérique, le gouvernement de Cô Tô a planifié et créé de manière proactive du contenu sur de nombreuses plateformes numériques pour promouvoir le tourisme. Après avoir pris conscience des avantages de cette politique, les gens y ont réagi activement. Une fois que nous avons trouvé une méthode pour partager les données sources, les informations sur Cô Tô ont été largement partagées. Le nombre de recherches de Cô Tô a augmenté d'environ 108% et le nombre de touristes est passé à 160% sur la même période de l'année dernière. À l'avenir, le district de Cô Tô continuera à mettre en œuvre une infrastructure numérique et à déployer des formations pour les ressources humaines en matière de transformation numérique. Ce district ambitionne de faire du tourisme un secteur économique de pointe, garantissant le développement durable et l'intégration internationale.
Pendant 143 ans, la dynastie des Nguyen a doté sa capitale Huế d'un vaste réservoir de richesses culturelles. Parmi ces trésors se trouve l'art du Phab Lam ou l'émaillage sur cuivre. Cependant, le secret de cet art reste inconnu, ne laissant aucune trace des ateliers où ces merveilles ont été forgées. Heureusement, cet art perdu connaît aujourd'hui une résurgence et un raffinement au cœur de l'ancienne capitale, car des artisans dévoués travaillent sans relâche pour ressusciter le Phab Lam, les artefacts en bronze émaillé. Découvrons ce renouveau remarquable dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Les objets en bronze émaillé de Huế sont apparus au début du 19e siècle, à une époque où les théories scientifiques occidentales sur la couleur n'avaient pas encore atteint le Vietnam. Malgré cela, les artisans vietnamiens créaient déjà des couleurs vibrantes. Bien que les ateliers n'ont existé que 60 ans sous la dynastie des Nguyen, l'héritage des objets en bronze émaillé à Huế est abondant à la fois en quantité, en type et en forme, et a été admiré par des générations depuis lors. Les objets en bronze émaillé sont des produits d'art de haute qualité. Sous la dynastie des Nguyen, le bronze émaillé ornait l'extérieur des palais royaux, embellissant les portes et les enseignes de sa beauté. Les couleurs vibrantes du bronze émaillé résistent au fil du temps. Une autre utilisation concernait les articles ménagers, réservés au roi et à certains membres de la famille royale. Dans certains palais, le bronze émaillé était également utilisé par les princes et les hauts fonctionnaires, élevant son statut au rang de produit de luxe sous la dynastie des Nguyen. Les motifs en bronze émaillé pour la décoration extérieure reçoivent la plus grande attention. Ils comprennent des détails décoratifs en forme de dragon ou de nuages, attachés aux crêtes principales et aux crêtes tombantes des palais royaux et aux triples portes des tombeaux des Nguyen. La couleur brillante des bronzes émaillés sur le fond gris des structures anciennes moussues le confère un certain éclat. Au cours de 2 siècles de climat souvent rigoureux à Huế, de nombreuses décorations en bronze émaillé des palais royaux ont été perdues ou gravement endommagées. 200 ans plus tard, les objets en bronze émaillé de Huế sont aujourd'hui relancés. Ces dernières années, un groupe de collecte, de recherche et de conservation, dirigé par Do Hữu Triết, a réussi à restaurer des objets en bronze émaillé de Huế, les faisant devenir non seulement des produits artisanaux par excellence, mais également des œuvres d'art appliquées aux constructions traditionnelles et modernes. Le bronze émaillé est une fusion de 2 matériaux distincts, des émaux silicatés comme l'émail céramique, délicatement appliqués à la surface du métal. Compte tenu de la nature différente de ces matériaux, obtenir une liaison durable nécessite un émail spécial, offrant l'élasticité nécessaire pour établir une connexion durable entre eux. Actuellement, le bronze émaillé, restauré dans le style ancien, trouve des applications dans la rénovation et la décoration des monuments historiques, des mausolées et des temples de l'ancienne capitale. Actuellement, les objets en bronze émaillé que nous avons réussi à restaurer présentent une esthétique et des techniques comparables lorsqu'ils sont ornés sur des pièces architecturales ressemblant à celles de la dynastie des Nguyen. Cette réalisation peut être considérée comme tout à fait louable, car elle démontre un haut niveau de réussite dans les efforts de restauration. Ce bronze émaillé a été réalisé pour la décoration extérieure des projets de la dynastie des Nguyen. Le respect des principes de couleur était primordial dans la création de ces peintures en bronze émaillé. Des recherches approfondies ont été menées pour faire correspondre le plus fidèlement possible les couleurs d'origine, ce qui a permis d'obtenir jusqu'à 90% de similarité dans environ 10 couleurs. Les thèmes représentés dans ces peintures tournent principalement autour des fleurs, des oiseaux, des fruits et des symboles religieux tels que le taoïsme et le bouddhisme.
đều là chủ đề về hoa, về chim, rồi trái, rồi những cái biểu tượng mà của tôn giáo như là của bên Lão giáo hoặc là của Phật giáo. Aujourd'hui, les artisans mélangent des éléments traditionnels et contemporains pour créer une variété d'objets. Il s'agit notamment de la peinture d'émail sur du verre, de la céramique et de la laque, de l'incorporation de motifs en bronze émaillé pour la décoration intérieure et de la fabrication de souvenirs et de bijoux uniques en bronze émaillé. Ces créations suscitent une grande admiration de la part des touristes locaux et internationaux. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.